Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous avez sans doute remarqué qu'on est pour cette 12e édition de Futurapolis Planète en configuration Agora, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de poser vos questions au terme de cette session en allant sur menti.com et d'entrer le code 5602 3504 ou tout simplement en flashant le QR code. Alors on aborde tout de suite, et vous l'aurez compris, ce sera un petit peu la thématique de ces deux jours, une autre question existentielle, grande sécheresse. La France est-elle prête? Manquera-t-on d'eau un jour? Poser cette question aurait été saugrenu il y a une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, à l'heure des sécheresses extrêmes et de la consommation à tout va, l'eau se raréfie. La France est-elle prête à faire face à cette réalité? Entre politique de l'eau et changement du modèle alimentaire et agricole, les solutions sont sous nos yeux et à l'étranger. Merci de réserver un bel accueil à Pierre Ribotte, qui est directeur général Eau-France chez Veolia, Lionel Aletto, chercheur en agroécologie, directeur de recherche à l'INRAE, et Nicolas Bastuc, journaliste au Point. Bonjour et merci d'être là pour ce nouveau débat. Sécheresse, la France est-elle prête? Avec deux invités très avisés pour développer ce thème. Pierre Ribotte, d'abord. Bonjour Monsieur Ribotte et merci d'être là. Vous êtes le directeur général de l'eau chez Veolia en France et vous avez fait toute votre carrière dans l'eau, si j'ose dire. Vous êtes chez Veolia depuis 2008, vous êtes polytechnicien et vous êtes à la tête donc de cette entreprise, de ce groupe qui emploie 12 400 collaborateurs et dessert 23 millions d'habitants. C'est assez énorme. Et puis à vos côtés, Lionel Aletto, directeur de recherche à INRA, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Votre spécialité, Monsieur Aletto, c'est la transition agroécologique et plus précisément le rôle du sol comme élément majeur de cette transition. On va voir ça dans un instant. Mais d'abord, les phénomènes des périodes de sécheresse intenses, plus longues, qui peuvent débuter très tôt dans la saison et se prolonger loin dans la saison d'automne, des pluies qui finissent par arriver, mais trop tard et surtout trop intenses pour pouvoir s'infiltrer, recharger les nappes et faire face à nos besoins, des dégâts parfois considérables dans les habitations et les cultures. Ce scénario climatique sur lequel la plupart des experts s'accordent, eh bien, on en a eu un avant-goût, un concentré cette année. Est-il amené à se répéter et la sécheresse va-t-elle devenir endémique? Alors je me tourne vers vous d'abord, Monsieur Aletto. Est-ce qu'on peut faire des prévisions et lire dans la boule de cristal, en tout cas pour les prochaines années? Alors, je ne sais pas si c'est une boule de cristal, puisque les outils que mobilisent nos collègues climatologues ou météorologues ou les collègues membres du GIEC ont aujourd'hui des outils qui sont avec une confiance peut-être, j'espère en tout cas, meilleure que dans une boule de cristal. Et du coup, les projections qu'ils nous donnent et qu'ils nous présentent régulièrement confortent le fait que ces phénomènes que l'on a observés, qui s'accélèrent depuis quelques années, vont devenir la norme, à savoir des sécheresses, et même pas une sécheresse. On va avoir des épisodes de sécheresse qui vont apparaître à des périodes de l'année où on n'en avait pas l'habitude d'en avoir. Donc la sécheresse estivale pouvait être, en particulier dans le sud de la France, relativement connue, mais les sécheresses automnales, hivernales ou printanières sont nouvelles et amènent réellement à repenser notre gestion agricole des territoires. Et ces sécheresses sont souvent associées en plus à des phénomènes thermiques forts. Donc en plus d'avoir peu d'eau, on a des températures élevées. Donc on a besoin de réfléchir effectivement à repenser nos systèmes, et parce que ça va devenir la norme assez rapidement. Alors, Monsieur Ribotte, donc vous dirigez l'activité eau de Veolia. Est-ce que vous avez les mêmes informations que nous sur ce qui risque de se passer et de se reproduire plus précisément dans les prochains temps? Oui, mais et pardonnez cette question naïve, mais est-ce que ces changements ont un impact sur votre stratégie, sur votre activité, sur votre manière d'envisager l'avenir? Donc, je partage complètement les éléments de mon collègue. Effectivement, ça fait quelques années que les rapports du GIEC annoncent
l'augmentation des températures, la perturbation du cycle de l'eau du fait du dérèglement climatique. Et si on ne sait pas précisément regarder vers le futur, on sait en revanche assez précisément regarder le passé. Et quand on regarde le passé, sur les 20 dernières années, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que si on place les années les unes après les autres sur un graphe avec deux axes, moins chaud, plus humide, moins humide, on voit que si on fait des paquets de 5 années, ces paquets se déplacent vers la zone qui est plus chaude, plus sèche. Donc en fait, l'histoire que prédisent les modèles produits par le GIEC et toutes les études sur le couplage avec le cycle de l'eau que produit le monde scientifique, l'histoire qu'ils racontent, c'est l'histoire qu'on a vécue. Donc il faut se préparer à une accélération de cette mécanique, en fait. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, par rapport au cycle de l'eau, très probablement, l'eau ne sera plus exactement là où elle était, là où on l'a connue, là où nos parents l'ont connue, nos grands-parents, etc. Et là où le monde tel qu'on le vit, avec ses infrastructures, pour la partie qui nous concerne, de potabilisation, de collecte, de traitement, ont été construits. Donc, on a un enjeu de variabilité du cycle de l'eau. Vraisemblablement, les précipitations seront en quantité équivalente. Ce qui va changer, c'est la répartition dans le temps. Et donc là, effectivement, dans notre pays qui a un gentil climat tempéré avec de la neige en hiver, des pluies en automne, au printemps, et puis moins de pluie et des temps chauds, on va dire plus ou moins chauds en été, c'est ça qui va changer. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand les infrastructures, pour la partie qui nous concerne et qui concerne nos clients, collectivités, qui sont en charge de la production, la distribution de l'eau, de la collecte et du traitement des eaux usées, domestiques, on va dire liées à l'habitation urbaine humaine, qu'est-ce qui se passe lorsque ces infrastructures sont soumises à, je sais pas, 3 mois de pluie relativement intense et puis quasiment plus rien le reste de l'année, ce qui peut se passer dans certaines régions, par exemple dans laquelle on est. Donc c'est ça le sujet. Donc effectivement, ça a un impact sur la façon dont nous, les services qu'on fournit aux collectivités vont devoir être adaptés. Pourquoi ? Parce que le cycle de l'eau, la réalité physique du monde sur laquelle on a construit les infrastructures qui permettent d'assurer un service en France de qualité, en continuité, va être secoué. Donc se pose la question de ces infrastructures. Pour la partie qui est la nôtre, on discutait de l'interaction avec le monde agricole. Comment ces infrastructures, soumises à un stress qui va être très probablement croissant, parce que l'histoire passée nous dit que c'est croissant en fait, ça va être plus chaud, plus sec, et ça va continuer. Comment ces infrastructures réagissent ? Il faudra très certainement adapter aussi les infrastructures à cette nouvelle donne climatique. Alors, on va y revenir. Donc, le même volume d'eau globalement, en tout cas à court terme, mais des périodes sans eau plus longues et peut-être plus inattendues et qui pourront nous prendre par surprise. Est-ce que la France, malgré tout, vous venez de répondre en partie à la question, est-ce que la France, malgré tout, est assez privilégiée par rapport à d'autres régions du monde ou d'autres pays en Europe ? Est-ce qu'on a des atouts ? Est-ce qu'on sera un peu plus à l'abri et moins exposé à ces changements climatiques que d'autres régions ? Je commence par quelques éléments. Oui. L'Europe est globalement plus exposée que d'autres régions du monde aux effets du changement climatique. En tout cas, les effets se manifestent fortement, et on va dire l'Europe au sens large. Donc la France étant dans l'Europe, malheureusement pour nous, j'allais dire, on a déjà des effets forts, et a priori, les modèles climatiques convergent sur le fait que l'Europe est une zone sur laquelle les effets seront importants. Donc l'adaptation est plus que nécessaire, j'entends complètement là ce qui vient d'être dit, et donc il est temps d'agir, puisque l'anticipation elle est courte maintenant, on a quelques décennies d'alertes qui ont déjà été mentionnées, et donc voilà, c'est comment on se met en marche pour apporter des solutions, parce qu'heureusement il y en a, mais on n'est pas plus privilégié ou plus épargné que d'autres pays. Simplement, je dirais qu'on a de la chance d'avoir des infrastructures et un modèle économique qui nous permet de nous adapter peut-être plus facilement que d'autres pays. Et c'est en cela qu'on a une possibilité et aussi un devoir d'action.
Alors, nous sommes prêts, c'est le titre, mais il faut y ajouter un point d'interrogation. Sommes-nous prêts pour faire face à ces changements, à ces périodes de sécheresse qui seront plus longues, plus intenses? Alors, sommes-nous prêts au regard de nos infrastructures? Est-ce que les consommateurs se sont déjà préparés à cette nouvelle donne? Et est-ce que la ressource sera suffisante? Vous avez 2 minutes. Ouais, non, c'est des grosses questions que vous posez. Je vais essayer de ne pas trop me disperser. Mais alors, d'abord... Pour les infrastructures, peut-être. Alors, bon, les infrastructures, elles sont existantes. Hein. Et alors, la question, effectivement, il faut s'adapter, adapter les infrastructures aussi. Voilà. Mais pas seulement. Il y a aussi des modes productifs dans lesquels il faut intégrer le fait que l'eau en France... va subir le cycle de l'eau va subir quelques modifications. Et donc, on va avoir de la variabilité. Donc, comment on gère cette variabilité? Probablement en embarquant une sobriété qui est nécessaire dans les usages, parce que sinon, si l'abondance est la base de conception de notre monde, lorsque la variabilité est là, ça ne marche plus. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui sait vraiment ce que c'est qu'une journée pendant laquelle, ou un mois, une journée on sait en général, mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, sur lesquels, par exemple, je ne sais pas, c'est une période de 2h à 6h, l'après-midi, il n'y aurait pas d'eau. Donc, on imagine. Alors, nos compatriotes de Mayotte en ont fait l'amère expérience. Oui, effectivement. Donc voilà. Et effectivement, une question importante, c'est comment l'expérience des uns sert aux autres. Bon, là, ça semble, c'est un sujet délicat. Parce que à quoi ressemble la France des 20 prochaines années, dans 20 ans, horizon, on va dire 2050? On le sait, les scientifiques nous le disent. La France aura, c'est une grosse approximation, mais c'est juste, hein, c'est une bonne représentation. La France de 2050, c'est l'Espagne d'aujourd'hui. L'Espagne d'aujourd'hui, les Espagnols ont commencé à s'adapter. Donc la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Un groupe comme Veolia possède ces solutions, nous les maîtrisons. Et ces retours d'expérience, vous êtes un groupe international, donc extrêmement utile. Gérer des situations diverses. Sont extrêmement utiles. Et nous, ce qu'on voit, c'est que dans les pays qui sont soumis à un stress hydrique très important et où il y a eu des réactions, rarement de l'anticipation, mais des réactions, on voit bien que la façon de penser l'eau et le rapport à l'eau est très différent. Je vous donne un exemple. En France, prenez une activité liée économique et touristique de type les golfs. Donc il y a aussi un sujet qui peut, je pense, vous intéresser aussi. En France, si vous voulez arroser un golf avec des eaux recyclées, c'est-à-dire des eaux usées qui ont été traitées, que vous affinez éventuellement pour améliorer encore la qualité, vous devez demander des autorisations. L'Espagne, c'est différent. L'Espagne, c'est vous ne pouvez ouvrir un golf que si vous l'arrosez avec des eaux recyclées. Donc on voit bien, on regarde les choses de façon complètement différente. Donc ce que je voulais dire pour répondre à votre question, on a les technologies, un groupe comme les nôtres les maîtrise. On part d'une situation qui est favorable puisqu'on a un niveau d'infrastructure qui est tout à fait correct. Alors il est hétérogène en fonction des Alors tout de même, je vous interromps sur ces infrastructures. J'ai interrogé ma consoeur Géraldine Vossner qui au point est la spécialiste de ces questions d'agriculture, d'environnement. Elle me disait quand même qu'en France, on a un peu fait la politique de l'autruche sur les infrastructures. Elles ne sont pas en si bon état que ça. Il y a notamment cette question des fuites, 30% de pertes dû à un mauvais état des infrastructures. Vous confirmez ces chiffres? C'est très variable. Oui. Vous avez des réseaux qui sont très bien maintenus, entretenus. Donc, par exemple, vous parlez de 30% de fuite. Le rendement de réseau des clients qui sont les clients de Veolia, c'est plus de 80%. Donc, on est à 83-84%. Donc, et il y a des réseaux qui sont 90-91%. De performance, de rendement de réseau. Donc c'est très hétérogène. Donc est-ce qu'on peut faire mieux sur le rendement des réseaux? Évidemment qu'on peut faire mieux parce qu'il y a des collectivités qui ont des réseaux en très mauvais état avec des rendements de 50-60% qui sont la conséquence en particulier d'un sous-investissement chronique. Donc, mais cette solution,
on sait le faire, le savoir-faire existe, les technologies existent, les capacités humaines et matérielles dans notre pays existent. On peut le financer aussi, parce que quand vous regardez, je reprends, hein, c'est très intéressant de mon point de vue de regarder ce qui se passe chez les autres pour essayer d'apprendre un petit peu. L'Espagne a réussi jusqu'à présent, même s'il rencontre des difficultés encore incroyables hein, sur le manque d'eau. Hein, à titre d'information, la région de Barcelone est en train de regarder pour amener de l'eau par tanker, de l'eau du Rhône, pour alimenter la population. Malgré des investissements dans des usines de dessalement d'eau de mer, malgré de l'investissement massif dans du recyclage des eaux usées, le taux de recyclage des eaux usées en Espagne est aux alentours de 15%. En France, nous sommes à moins de 1%. Il n'y a pas de raison de se fouetter, hein, voilà, flageller sur le sujet. On était dans un climat tempéré qui donnait suffisamment d'eau de façon relativement régulière. Mais ça change. L'Espagne a su financer cette transition. Le PIB moyen par habitant en Espagne est 30 à 40% en dessous du PIB français. L'Espagne a su financer cette transition. Il n'y a aucune raison pour que notre pays ne soit pas capable de financer cette transition en trouvant notre modèle. Je ne dis pas qu'on doit copier exactement ce qu'ont fait les Espagnols. On doit trouver notre chemin. Mais les solutions existent. La capacité à financer ce que l'Espagne fait, je pense qu'on est capable de le faire. On a une infrastructure de partage d'informations autour de la thématique de l'eau. C'est structuré en France, le discours sur l'eau. On peut l'améliorer, évidemment, comme tout, mais on a déjà une bonne base. Et là, maintenant, le sujet qui est sur la table, c'est chaque année qui passe où on ne prend pas une décision sur quelque thématique que ce soit, améliorer le comptage, parce qu'on a besoin de mieux compter l'eau, donner de l'information aux usagers pour qu'ils puissent avoir un comportement responsable, de maîtrise de leur consommation, où on ne travaille pas sur le rendement de réseau, où on ne travaille pas sur le recyclage des eaux et d'autres thématiques. Hein, il y a toutes les thématiques autour de l'agriculture que vous allez évoquer. C'est une année qu'on ne va pas rattraper. Et pendant cette année-là, le dérèglement climatique, lui, il ne va pas nous attendre, il va continuer à avancer. Donc on a urgemment besoin de faire des pas, même des micro-pas, mais de les faire les uns après les autres dans la bonne direction. Une question très rapidement qui nous intéresse tous, le prix de l'eau. Est-ce qu'il faut s'attendre à une augmentation dans les 5, 10, 20 ans qui viennent? Est-ce que l'eau va devenir, sinon un produit rare, en tout cas un produit plus cher? Qu'est-ce que c'est que le prix de l'eau? Le prix de l'eau, il finance un service. Donc il finance des infrastructures éventuellement qu'il faut construire, de la maintenance de ces infrastructures. Il finance des gens qui exploitent et entretiennent ce réseau-là. Donc, la transformation écologique, le besoin d'adaptation, il va aussi nécessiter plus d'infrastructures et il faudra investir. Donc, ça aura un coût. Voilà. Maintenant, quand on le ramène sur et les normes, ça c'est sur l'aspect quantitatif, il y a un sujet dont on ne discute pas, qui est l'aspect qualité de l'eau, hein, qualité de la ressource, qui est un sujet extrêmement important aussi, parce qu'il y a des enjeux de préservation de la ressource, voilà, et aussi de traitement à court terme. Mais je reviens sur le sujet. Nos voisins espagnols qui ont un PIB par habitant moins élevé que celui de la France ont réussi à financer et à créer les conditions qui leur permettent d'avoir un tourisme attractif, une industrie attractive, une agriculture qui quand même approvisionne beaucoup de nos marchés en France et en Europe, et une vie, chacun d'entre nous, quand on a pu aller en vacances là-bas éventuellement, si on y a été ou si on a de la famille ou des amis, on voit bien que ces gens-là vivent et ne subissent pas des ruptures de services majeures. Donc la France peut s'adapter, on a les moyens de s'adapter. Alors, Monsieur Aleto, ce que nous dit Monsieur Ribaut, c'est qu'il y a les technologies, il y a les savoir-faire, les infrastructures, mais il y a aussi nos comportements, et c'est la clé. D'abord, est-ce que vous partagez ce point de vue? Et puis, votre spécialité, c'est l'agriculture. Il y a le comportement des agriculteurs. Il ne s'agit pas du tout de les stigmatiser, mais vont-ils devoir revoir leurs pratiques, abandonner des cultures pour en favoriser d'autres, travailler autrement, laisser les sols se reposer? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, c'est évidemment une vaste question et toute la difficulté actuelle, c'est que quand on aborde cette question, on a un peu tendance à ne voir que des solutions dans un sens ou dans un autre sens. Et récemment, j'étais avec des collègues sur cette question de l'eau à discuter et un collègue a fait une réflexion
qui m'a plu et que je vous porte, c'est de dire aujourd'hui il faut oser l'outrance de la nuance. C'est-à-dire plutôt que d'être extrême d'un côté ou d'un autre, apporter de la nuance. Et je pense que c'est particulièrement important quand on s'intéresse aux aspects d'eau, parce qu'on a des approches qui sont à l'échelle de territoire, et chaque territoire se ressemble pour partie, mais diffère profondément, et notamment sur le climat, en tout cas le climat local, la distribution de l'eau, la dynamique des aquifères ou des eaux superficielles. Et donc forcément, la solution unique et miraculeuse qui viendrait, qui nous permettrait de dire on règle tous les problèmes sur tous les territoires, elle n'est pas adaptée. Et donc ça, c'est particulièrement important parce que ça nous amène, nous, à repenser aussi nos façons d'approcher cette question de l'eau, y compris avec des collectifs d'agriculteurs et autres usagers de l'eau, à une échelle de territoire. Donc c'est quand même ce qui est fait à l'échelle française par l'organisation en bassin versant ou en structure supra, agence de bassin. Mais l'idée est bien là, est bien de raisonner à l'échelle de territoire. Et pourquoi apporter des éléments de réponse à votre question ? On a pour habitude, quand on approche des questions complexes, de mobiliser un cadre qui est un cadre ESR pour nous, pour efficience, substitution, reconception. C'est des niveaux des degrés de rupture plus ou moins forts, on va dire, dans les pratiques. Et très clairement, sur certains territoires, on peut améliorer la gestion quantitative et qualitative de l'eau, parce que j'entends bien aussi cet argument-là, on a des grosses problématiques en lien avec le changement climatique, d'érosion des sols, qui amènent des matières en suspension dans les eaux, donc il faut les gérer, il faut éviter que les sols s'en aillent. Et donc, par des pratiques d'efficience, c'est-à-dire on change peu de choses, on améliore le fonctionnement, on comprend mieux ce qui se passe dans l'agrosystème, c'est-à-dire la gestion de la parcelle, du territoire, ça passe. C'est ce que vous appelez les stratégies d'esquive. Par exemple, voilà. Décaler des dates de semis, pas bouleverser fondamentalement la stratégie que met en œuvre l'agriculteur, ça peut se passer dans certains territoires sur lesquels les contraintes sont peut-être pour l'instant encore mineures. Et dans d'autres territoires, des stratégies plus radicales s'imposent. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples ? Est-ce qu'il faut renoncer à certaines plantations, à certaines cultures ? J'étais encore hier avec des collègues des Pyrénées-Orientales. On va prendre un département dans lequel on est encore très largement en déficit hydrique, de la région Occitanie. Oui, la question se pose de remplacer certaines cultures parce qu'on a des temps d'action qui sont parfois longs quand on parle de plantes pérennes, donc l'arboriculture ou la viticulture. La vigne se comporte plutôt bien face au stress hydrique, mais on a quand même des décrochages. Il y a quand même des événements qui nous amènent à penser que certains cépages seront plus adaptés. Et en arboriculture, c'est très marqué. Donc il faut repenser tout cela, parce qu'agir maintenant sur un arbre, c'est avoir les effets dans 10 ou 15 ans. Donc forcément, il faut qu'on projette. Sur des cultures annuelles également. Alors, dans le coin, on a souvent entendu parler du maïs. Effectivement, c'est une plante qui porte un petit peu l'emblème de l'abondance de l'usage de l'eau. Très consommatrice, oui. Alors, oui, encore une fois, c'est une plante qui va être consommatrice à des moments où il y a peu d'eau. Après, on a aussi des rapports et de quoi dire, c'est une plante qui est assez efficiente pour produire de la biomasse quand il y a de l'eau qui lui est fournie. Donc dans certains territoires où l'eau n'est pas encore un facteur limitant, le Pays Basque, le Béarn, on a encore des pluies suffisantes, il ne faut pas remettre en question fondamentalement cette culture pour cet aspect-là. Il peut y avoir d'autres aspects, mais pas pour l'eau, ce n'est pas forcément la bonne entrée. Par contre, dans d'autres territoires, je pense à des vallées alluviales, l'Ariège, dont on avait une alimentation pour l'irrigation qui était principalement issue de ressources, issues de la fonte des neiges, issues de retenues dans les Pyrénées, où la ressource se fait plus rare, et en plus elle doit être partagée, donc ça c'est un enjeu, c'est un bien commun partagé, l'eau. Comment on fait ? Et là, clairement, il faut reconcevoir, il faut plus que substituer, il faut reconcevoir des systèmes en allant chercher de nouvelles espèces que l'on réinsérera intelligemment. Mais ça, je fermerai mon propos en disant, ça amène évidemment des questions à d'autres échelles, des échelles de filières. Il faut que les filières soient présentes pour que ces agriculteurs produisent quelque chose, une production qui leur est achetée. Et l'une des clés, c'est la diversification. Vous y reviendrez peut-être. Alors, le temps file. Venons-en peut-être à quelques solutions. D'abord, l'actualité, ces fameuses retenues de substitution, ces fameuses bassines. Vous avez peut-être vu que des militants ultra-écolos, on peut peut-être les qualifier comme ça, étaient jugés cette semaine à Niort. Est-ce que c'est une bonne solution, ces bassines, ces retenues de substitution Monsieur Ribaut, vous en pensez quoi ? Que faut-il en penser ? Je ne suis pas un grand spécialiste des bassines qui sont plutôt sur le monde agricole. Je voulais peut-être faire une petite incidente par rapport à ce qui a été dit, qui est la notion de temps long que vous avez évoqué sur la thématique de l'agriculture. C'est exactement le même sujet pour, on va dire, l'industrie. Oui, l'industrie ou le domestique. Les infrastructures, le monde des infrastructures est un monde entre guillemets de temps long.
Entre le moment où vous décidez, le moment où vous faites un peu de concertation, on finance, on réalise, ben ça m'en met 10 à 15 ans. Donc le monde des infrastructures de l'eau, je ne parle que de celui-là, hein, de 2035, à quoi il ressemble? Mais il ressemble au monde de l'eau d'aujourd'hui. Donc toutes les variabilités, on va devoir les gérer avec les infrastructures qui sont celles qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que c'est très important, et j'entends ce que vous dites, hein, c'est un parallèle très intéressant, complémentaire entre les deux domaines, on va dire. Cette nécessité d'anticipation sur certaines thématiques, on l'a aussi dans le monde de la gestion, entre guillemets, du petit cycle de l'eau, même si des choses peuvent être faites à très court terme. Dans les solutions qui concernent nos métiers, et notamment l'agriculture. Ben alors, il y a la thématique agricole, effectivement. Oui. Alors, je vais laisser parler mon collègue qui est évidemment bien plus expert que moi sur le sujet. Mais sur les métiers, on va dire, de l'alimentation urbaine, domestique et industrielle, les principes, ils sont entre guillemets assez simples. L'eau est trop précieuse pour être gaspillée. Donc, il faut travailler prioritairement sur le gaspillage de l'eau. Gaspiller, c'est d'abord savoir ce qu'on consomme. Donc compter, je l'évoquais, donner à l'usager, à l'utilisateur, qu'il soit éventuellement agriculteur, qu'il soit industriel, qu'il soit domestique, qu'il soit organisme qui utilise de l'eau, un hôpital, une école, une crèche, les moyens de monitorer et de piloter sa consommation. Alors monitorer, pardon, mais suivre en temps réel sur votre téléphone. Voilà. Aujourd'hui, c'est ce qu'on déploie par exemple sur la métropole de Toulouse, qu'on appelle des compteurs intelligents, qui sont communicants, qui, au lieu d'être juste visuels, il faut se déplacer au fond du jardin, soulever une plaque, voilà, pousser quelques araignées pour regarder. Aujourd'hui, ces compteurs, la donnée vient à vous et notre groupe maîtrise ces technologies. On a des technologies propriétaires qui permettent de communiquer de façon fiable, parce que communiquer sur un compteur d'eau, c'est pas très simple. Souvent, il y a de l'eau, souvent c'est loin et souvent c'est sous terre. Mais on sait le faire. Et donc, on s'est amené, et les habitants de la métropole de Toulouse vivent cette expérience aujourd'hui dans le cadre du contrat qui nous lie à Toulouse Métropole. Ça, c'est une première partie. Donc, mesurer, communiquer, amener de l'information pour que chacun puisse piloter sa consommation et la maîtriser en conscience, sans aller jusqu'au côté punitif. Parce qu'aujourd'hui, pour maîtriser la consommation, on prend des arrêtés qui sont nécessaires, mais on ne laisse pas la possibilité aux gens de verser, on décide pour eux de ce qui va se passer. L'autre sujet gaspiller, c'est le rendement de réseau. Donc le travail sur le rendement, les investissements, avoir un patrimoine en bon état jusqu'à un certain niveau. Et à partir d'un moment, quand le patrimoine est en très bon état, ce qui fait la différence, c'est la qualité d'exploitation. Et donc la supervision, la surveillance de ce réseau. Et là aussi, et la rapidité d'intervention. En gros, dès qu'une fuite apparaît sur le réseau, il faut que je sois capable d'intervenir pour la réparer, pour ne pas perdre cette eau, ne pas la gaspiller. Aujourd'hui, ce sont aussi des savoir-faire, des technologies qu'on maîtrise. Sur la métropole de Toulouse, nous avons déployé plus de 1600 capteurs sur les 3000 et quelques, 3300 km de réseau de Toulouse Métropole. Ce système qui est connecté à une plateforme de supervision qui s'appelle Comet, et où nos opérateurs pilotent en temps réel le réseau et ont des informations sur les suspicions de fuite. Ces solutions existent, et elles sont très efficaces, permettent d'améliorer le rendement de réseau. Pour Toulouse, c'est plus de 88% de rendement de réseau aujourd'hui, grâce à notre action et celle de Toulouse Métropole. Et le deuxième sujet, qui l'eau est trop précieuse pour être utilisée une seule fois. Aujourd'hui, on prélève de l'eau en surface ou sur la nappe, en nappe. On la met, quand elle est sous terre, on la remet à la surface. On l'utilise, usage domestique, industriel. On la collecte dans des réseaux d'assainissement. On la traite à des niveaux assez élevés, compatibles avec le rejet au milieu naturel. Et parfois, l'eau qui est rejetée est, entre guillemets, de meilleure qualité que l'eau de la rivière. De la rivière, elle a un usage écologique, agricole, environnemental, mais quand on est en littoral, cette eau, elle va à la mer. Je ne dis pas qu'elle ne sert à rien là, mais il faut se poser la question, au moment où on manque d'eau, à certaines périodes, de se poser la question de comment on gère cette eau dont on pourrait, entre guillemets, fermer une boucle, au moins pour une partie, et donc faire du recyclage. Donc ces solutions existent, et avec ces solutions-là, on règle une très 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 grande partie des enjeux de l'eau pour les usages domestiques et industriels. Ça passe trop vite, c'est énervant, mais je voulais quand même, avant que nos amis de la salle puissent vous poser des questions, revenir à l'agriculture. Donc, 3 possibilités très rapidement. Donc, la réutilisation des eaux, monsieur vient d'en parler, les retenues de substitution, et puis le travail sur les sols. Qu'est-ce que vous pouvez dire très vite sur ces 3 sujets très importants qui mériteraient un débat à eux seuls?
Oui, plus de temps. Oui. Mais clairement, on est dans l'illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la nuance qu'il faut avoir, puisque les retenues collinaires aujourd'hui ou les retenues de substitution ont très mauvaise presse parce qu'il y a eu des dérives d'utilisation, de mise en œuvre, alors qu'on a aussi des exemples d'une gestion concertée intelligente de cette ressource. Quand on regarde ce qui se passe, l'avantage, c'est qu'on peut se dire, on voit des solutions qui répondent à plusieurs des enjeux qu'on a traités aujourd'hui. On parle des adaptations aux effets du changement climatique, on parle du coup de conséquences en termes de gestion de l'eau. Moi, je vous disais tout à l'heure, pour cela, il faut diversifier. Pour diversifier, il faut avoir des filières. Et du coup, ça nous amène en tant que consommateurs à consommer aussi peut-être différemment. Et je pense que le mix de solutions et la hiérarchisation par territoire des stratégies prioritaires et centrales, je vais donner un exemple concret. On a aujourd'hui une loi qui est en place, qui est la loi Egalim, qui invite à repenser nos modes d'alimentation avec des projets alimentaires de territoire. En parallèle, on a des programmes territoriaux de gestion de l'eau. Mais on pourrait très bien se dire, on a une convergence de ces politiques publiques-là pour arriver à raisonner, si besoin, des retenues de substitution, retenues collinaires, intelligemment positionnées dans un territoire avec peu d'impact sur le milieu, parce que c'est ce qu'il faut avoir en tête, et qui satisfassent prioritairement des besoins pour la population, par exemple, de maraîchage. Le maraîchage est aujourd'hui largement sous-produit dans nos territoires. Or, je mets au défi la plupart des jardiniers amateurs de produire des légumes sans eau. Bon, mais là, on pourrait très bien se dire, on a une gestion concertée de cette ressource sur un territoire et prioritairement, on l'affecte à des productions qui servent au territoire. Alors, je ne suis pas en train de parler d'autonomie des territoires, ce n'est pas du tout l'idée, mais bien de se dire, on peut arriver à réorienter des usages pour une efficience et une alimentation qui correspondent aussi à des effets d'adaptation au changement climatique. Bon, c'est sûr qu'on va vous réinviter, parce qu'il faudrait vraiment qu'on parle des sols et de la stratégie, c'est votre truc, et vous avez des solutions. Peut-être y aura-t-il des questions, mais le temps est venu de donner la parole à Boris et aux questions de la salle. Ah oui, alors moi je me fais que le vecteur de notre public. Déjà, on peut applaudir nos deux invités. Bravo pour la qualité de vos échanges. Nous avons effectivement des questions, mais sur cette session, on a des timides, donc personne n'ose se lever pour la poser, donc directement je me ferai leur héros à UT. Vous avez dit que la France et l'Europe sont plus exposées, mais pouvez-vous nous détailler le pourquoi ? Alors, je vais avoir vite des limites de compétences sur ce sujet, puisque je ne suis pas climatologue, mais quand on regarde en fait les modèles météorologiques et climatologiques, on constate qu'on est dans une zone de point chaud, si je peux dire, au niveau planétaire, de dynamique atmosphérique qui s'opèrent et qui font que les effets du changement climatique sont très présents. On a différentes courants de circulation, y compris marins, qui font que ce qui faisait qu'on avait un climat tempéré fait qu'aujourd'hui on a un climat qui se dérègle davantage. Alors je parlais de l'Europe, mais c'est valable aussi pour le continent nord-américain, dans lequel on a finalement des effets un peu équivalents qui s'opèrent. Deuxième question, comment pouvons-nous faire pour changer nos réseaux d'eau afin de ne plus avoir d'eau potable jetée à chaque chasse d'eau ? Ah, c'est pour vous, monsieur. C'est une bonne question. Alors, effectivement, alors ça pose la question de l'habitat, parce il y a deux façons de le voir. Il y a l'eau potable qu'on amène dans l'habitation pour les usages domestiques, dont les chasses d'eau. Et puis le deuxième, c'est à supposer qu'on ait de l'eau potable qui soit utilisée, parce que c'est quand même le cas très majoritairement dans l'habitat en France, pour les usages sanitaires, et qu'on utilise de l'eau, et donc pas des toilettes sèches. Cette eau qu'on récupère, comment on fait pour lui donner une autre vie ? Donc le premier, c'est un sujet c'est un sujet sanitaire. Il y a des études qui montrent quand même qu'amener de l'eau non potable, notamment des eaux grises, dans des sanitaires, il y a quelques expérimentations qui montrent que, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, de mémoire, qui montrent qu'on voit augmenter le taux de gastroentérite dans les foyers où ça s'est passé. Bon, donc c'est-à-dire qu'il faut quand même regarder ça de façon très précise et très précautionneuse. Une fois qu'on a dit ça, il y a aujourd'hui des usages de l'eau qui sont aujourd'hui des usages d'eau potable qu'il faut qu'on remette en cause. Le point de départ, ce serait plutôt la bonne eau pour le bon usage. Est-ce qu'arroser un espace vert, est-ce que du gazon notamment, par exemple, oui, à l'eau potable, est-ce que c'est raisonnable, la pratique, voilà, la plus adaptée en 2023 et en 2030 ? Ben, probablement pas.
Est-ce que nettoyer des réseaux d'assainissement, donc l'hydrocuré, je donne cet exemple parce qu'il est très proche de notre métier, à l'eau potable, il faut s'interroger, c'est-à-dire nettoyer des bouchons dans des réseaux d'assainissement à l'eau potable, cette eau finissant dans une station d'épuration, les mélanger à des eaux usées, on sait faire autrement en France, on sait faire autrement. Et il y a quelques verrous qu'il faut lever. Est-ce que utiliser de l'eau potable pour préparer des produits chimiques qui vont être mélangés à l'eau usée pour faire des traitements, c'est ce qui se passe dans beaucoup de stations d'épuration en France, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Non, etc., etc. Le nettoyage des voiries, j'en passe, et d'autres. Les piscines, il y en a beaucoup ici. Non, mais bon, donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, on sait, en fonction du niveau de qualité qui serait demandé, on sait produire à partir des eaux usées, fermer des boucles. Dans certains pays, nous avons participé à construire des usines, par exemple, qui peuvent aller jusqu'à de la production d'eau potable à partir d'eau usée. Ce n'est pas le cas en France. On n'en est pas là. Mais donc, on sait faire toutes les qualités d'eau à partir des eaux usées. Donc, on peut apporter des solutions très pratiques à ce sujet-là, c'est-à-dire substituer de l'eau potable aujourd'hui par une ressource renouvelable, locale aussi, parce que l'eau usée, elle a l'avantage d'être une des rares ressources qui croît avec la population, et on peut l'utiliser localement. Donc, c'est ces éléments-là qu'il faut débloquer et réserver l'eau potable pour les usages pour lesquels on se dit collectivement que c'est le bon usage. Une question originale, est-ce que le passage à une alimentation végétale pourrait permettre de régler en partie le problème de l'eau, étant donné l'impact de la consommation de viande? Alors ça, monsieur Aletto, c'est vous qui allez répondre. Hein. En tout cas, donner quelques éléments. Oui. Très probablement en partie, oui. Aujourd'hui, on a une alimentation qui est exagérément carnée. Donc, on peut en débattre longuement, mais par rapport à nos besoins nutritionnels, on consomme trop de protéines d'origine animale. Donc clairement, en réorientant une partie de notre régime alimentaire, et je ne suis pas en train de dire de supprimer totalement l'alimentation d'origine animale, mais en réduisant considérablement et en allant vers des protéines végétales, on réduirait considérablement l'utilisation de l'eau pour la production de ces protéines végétales qui servent ensuite aux animaux, et on irait directement à une consommation humaine. En plus, ce n'est pas tout à fait les mêmes productions. On pourrait envisager, par exemple, pour être très concret, de produire plus de lentilles, plus de pois chiches, qui sont des plantes qui sont peu gourmandes en eau et qui nous permettraient effectivement dans nos systèmes de culture d'avoir un rééquilibrage et une réallocation de la ressource à d'autres usages, par exemple. Et quand on s'autoriserait à manger de la viande, choisir une viande qui ne vient pas d'élevage intensif et non raisonné. Alors là, ça me donne l'occasion de parler un tout petit peu des sols, puisque vous me disiez qu'on n'avait pas eu trop le temps, mais c'est bien l'idée. Ce qui est extrêmement important, c'est de repenser les systèmes d'élevage en connexion directe avec le sol. Les systèmes de troupeaux allaitants à l'herbe, ou même de bovins laitiers ou ovins, enfin tous les systèmes de ruminants à l'herbe apportent des services environnementaux importants sur la qualité de l'eau. C'est souvent des endroits où on a de l'infiltration qui s'opère et dans lesquels globalement les pressions agricoles sont assez faibles, donc on a une bonne qualité de l'eau en tête de bassin versant, c'est important. Et les dérives viennent principalement des systèmes effectivement déconnectés des sols, des bâtiments à production intensive, dans lesquels on a une consommation importante d'aliments qui vient de l'extérieur. Et donc on parle souvent d'eau virtuelle quand on parle d'alimentation et de transport d'aliments. Donc on transporte de l'eau en transportant des aliments, et quand on les fait venir de différents territoires, voire de différents pays, ça amène à une consommation d'eau excessive qu'il est nécessaire de repenser et du coup d'envisager vraiment notre consommation de façon raisonnable, en se disant je suis acteur aussi de la production agricole par ce que je consomme. Les fuites d'eau dans le réseau sont un problème économique, mais dans quelle mesure sont-elles un problème écologique? Les fuites n'alimentent-elles pas simplement les nappes, Monsieur Ribotte? Les vertus des fuites, alors y aurait-il quelques vertus aux fuites des réseaux? C'est un concept un peu particulier, la vertu de la fuite. La vertu de l'eau, c'est pas que de l'eau en fait. Donc, il faut la sortir de là où elle est, donc il faut la pomper, c'est de l'énergie, il faut la traiter, mettre des produits chimiques. Bref, donc il y a une empreinte écologique, environnementale. Le bilan, l'analyse du cycle de vie de la fuite, il est pas terrible en fait. Donc, oui. donc
je pense que quand on revient à des principes simples du bon sens, on n'a parfois pas besoin. Alors, il faut se méfier aussi du bon sens qui peut tromper. Mais là, en la matière, le bon sens aide. Parce que c'est une question, l'eau, vous la prenez, vous la transportez. Quand vous prenez de l'eau de surface et que vous avez des fuites, pour votre eau de surface, cette fuite, entre guillemets, si je suis le raisonnement qui est proposé, elle n'a pas une grande utilité. Voilà. Donc, non, il faut éviter le gaspillage. Et c'est un principe de gestion sain, de bon père de famille. Oui, je vous en prie, monsieur Aletto, allez-y. Peut-être un complément, parce qu'on a souvent une réflexion un peu équivalente à celle des fuites des réseaux d'alimentation d'eau potable auprès de collectifs d'agriculteurs qui nous disent « mais moi, finalement, quand j'irrigue, une partie s'en va vers la nappe et finalement contribue à recharger la nappe ». Alors pour nous, c'est un vrai souci parce que pour le coup, quand on a du drainage qui s'opère en période de culture, on a souvent fertilisé ou traité ces cultures et donc c'est aussi une voie de contamination des eaux. Et donc c'est une fausse bonne idée de se dire qu'on contribue à recharger les nappes quand on a une irrigation qui dépasse un petit peu les capacités de rétention d'eau du sol. Donc un pilotage efficace des irrigations, c'est aussi un moyen de limiter les impacts sur la qualité de l'eau et ça, il faut aussi le véhiculer comme message. Bon, là, on a une réponse claire à cette question, Boris. Oui. Vous avez mentionné le maïs comme une agriculture très consommateur d'eau, consommatrice d'eau. Pouvez-vous nous rappeler pourquoi, pour qui nous produisons du maïs? Très bonne question. Alors, oui, bonne question. On a beaucoup de filières en fait. Le maïs est une plante qui, parce qu'elle est très, très cultivée, a été très étudiée. Beaucoup de programmes de recherche et technologies qui sont développés autour du maïs. Il y a beaucoup de plastique fabriqué à partir de maïs. On a des usages qui sont vraiment multiples. Donc, on a des filières d'alimentation animale. Alors, en France, les filières de canards, de porcs, bovins en partie, qu'on exporte aussi vers l'Espagne. Puis d'autres produits, en fait, il y a énormément de coproduits autour du maïs. Donc c'est une plante, quand on regarde dans le détail ce qu'elle amène, elle amène une diversité de produits qui sont intéressants et qui peuvent en plus contribuer à de la transition écologique également. Donc c'est bien pour ça que je ne suis pas en train de dire c'est une plante qu'il faut supprimer. Elle a travaillé sur des plastiques vraiment biodégradables à partir d'amidon de maïs modifié ou d'autres produits issus du maïs, c'est intéressant et ça peut être une piste. Maintenant, c'est encore une fois l'exagération que l'on a eue dans l'utilisation de cette plante qui est rentrée dans des systèmes en monoculture, c'est-à-dire qu'on ne produisait plus que du maïs, sur des territoires où la ressource en eau devient réellement rare. Et clairement, c'est une plante qui, si vous lui faites se priver d'eau de façon importante, elle va avoir une limite de productivité. Il y a des efforts de fait aussi en sélection végétale qui font qu'on a des variétés qui sont bien plus tolérantes au stress hydrique que les variétés d'il y a ne serait-ce que quelques décennies. Donc on gagne par le progrès génétique, mais on atteint une limite. Et là, la bascule dans la substitution, voire la reconception que j'évoquais tout à l'heure, elle devient importante sur certains territoires. Dernière question rapidement, est-ce qu'on pourrait s'inspirer de l'Espagne? Deux questions qu'on va faire, deux questions en une. Comment on peut pousser notre gouvernement à mettre en place des changements comme en Espagne? Et pourrions-nous obtenir de nouvelles technologies pour lutter contre la sécheresse aussi en prenant exemple sur l'Espagne? Alors l'exemple espagnol, est-ce que c'est à suivre? Est-ce qu'il y a des initiatives qui pourraient être transposables en France? On en a parlé déjà un petit peu. Oui, on en a effectivement beaucoup parlé. Oui, il y a évidemment des briques de solutions qui sont celles qu'on maîtrise, puisqu'on les déploie dans ces pays qui vivent le stress hydrique avant nous. Mais ce qui est important, c'est chaque territoire a des caractéristiques qu'il partage, mais ils ne se ressemblent pas. Et donc, ce qui est très important dans le monde de l'eau, c'est quel est le projet autour de l'eau, du territoire, quel est le projet du territoire dans lequel l'eau contribue. Les briques de solutions, entre guillemets, on en connaît déjà beaucoup. Évidemment, on doit innover encore, on doit améliorer l'efficacité énergétique, l'efficacité chimique, réduire l'empreinte en eau de ces technologies, en matière, travailler sur la recyclabilité, etc., etc. Donc, on a encore beaucoup d'étapes d'amélioration. Mais les principes de base, physique, mécanique, chimique, biologique, ils sont, on va dire, on sait les explorer et les exploiter de façon efficace aujourd'hui. Donc, les briques de solutions, c'est celles qui viennent dans ces pays-là, et qu'on fait déjà aussi pour partie en France. On fait du télérelevé, on travaille sur le rendement de réseau, les capteurs dont je vous ai parlé, le recyclage des eaux, on en fait un petit peu. On a déployé, Veolia avec ses clients, a déployé sur un an, depuis l'été de la sécheresse 2022, on va dire plus de 50 stations de recyclage des eaux usées. Donc on sait le faire. Et on a travaillé un projet phare qui est le projet Jourdain porté par Vendéo, qui consiste à prendre les eaux de la station d'épuration des Sables d'Olonne qui partaient à la mer, faire sur la station d'épuration des Sables d'Olonne une unité d'affinage des eaux pour produire une eau d'une qualité
extrêmement élevée, voilà, à travers des principes de filtration, d'osmose inverse basse pression. Cette eau est remontée ensuite dans le cadre du programme Jourdain de Vendéo jusqu'à une retenue, le réservoir du Jaunet vient se mélanger avec une ressource naturelle d'une rivière qui ensuite vient alimenter une usine de production d'eau potable. Donc les solutions, elles existent. On commence à en implémenter en France. Ce dont on a besoin maintenant, c'est une question de rythme, d'accélération, parce qu'on doit s'adapter. Et encore une fois, chaque année où on ne fait pas un pas dans la bonne direction, c'est une année qu'on ne rattrapera pas. Merci, on vous applaudit à nouveau. Merci à nos invités, merci à vous. Merci beaucoup pour la qualité de vos questions. Alors je vous rappelle que vous avez accès juste en sortant à Futurapolis Experience, un parcours d'expérience immersive en réalité virtuelle et augmentée. Ça se passe juste derrière et au muséum. Et il est temps à présent de se sustenter dans la joie et la bonne humeur. On vous retrouve cet après-midi. Il sera question du futur de l'avion, de la fin des propriétaires, de souveraineté technologique. On parlera train, on parlera nucléaire, de savoir si faire des enfants menace-t-il la planète. À tout à l'heure. Bon appétit.